Et voilà. Donc, nous allons parler de la géométrie affine. Donc, c'est quoi l'idée? Avant de donner une définition formelle, intuitivement, un espace affine, c'est un espace vectoriel sans zéro. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus naturel quand on pense à la réalité que les espaces vectoriels cherchent à coder. C'est-à-dire que le zéro, c'est un peu le centre d'un espace vectoriel. Or, on n'a pas vraiment de centre naturel dans notre univers. Je ne sais pas si je fais un peu le système solaire. Ok, là, ce n'est pas un très joli système solaire. Ici, ce sera la Terre. C'est où le zéro? Pendant très très longtemps, on pensait que le centre était la Terre. Après, on pensait que le centre, peut-être, c'était le Soleil. Après, on s'est dit, ah non, en fait, tout ça, c'est dans une galaxie. Peut-être le centre, c'est le centre de la galaxie. En fait, il n'y a pas de centre de l'univers. Okay. OK. Ou, si vous voulez, d'un point de vue beaucoup plus pratique, si vous regardez, enfin moi je regarde la tablette que j'utilise pour écrire, ou vous regardez un écran d'ordinateur, alors normalement il y a une convention qu'on fixe un zéro quelque part. Normalement c'est même pas le centre, le zéro, si ça c'est un écran, le plus souvent le zéro ce sera un coin, je ne sais pas, peut-être celui-là, je ne me rappelle plus quelle est la convention même. Tellement c'est pas important pour nous, hein, c'est important pour les ingénieurs qui produisent. Mais donc ça, ce sera 0, 0. Et puis après, c'est plus quelque chose 0. Ici, ce sera 0 plus quelque chose. Et ici, ce sera plus quelque chose plus quelque chose. OK? Mais c'est une convention. C'est juste pour qu'après, ils puissent dire, là, le cercle, il est de tel rayon autour de tel point, etc. Il n'y a rien d'intrinsèque à dire que ça, c'est un point distingué que les autres. Donc voilà, on fixe dans la pratique. On choisit un point zéro ou une origine, ce qu'on appellera une origine, pour faire des calculs. Mais ce point n'a rien de distinct. Alors, une autre situation où on pourrait avoir envie de parler d'un espace sans zéro, c'est tout simplement s'il y a un zéro, mais il n'est pas dans notre espace, par exemple. Donc, autre situation.
OK, donc je ne sais pas. Donc voilà, hop. Disons que j'ai un espace vectoriel. Par exemple, là, ici, je suis en train de dessiner R2 avec son origine, d'accord? Donc, c'est un espace vectoriel. Et je trace une droite qui ne passe pas par 0. Donc, c'est bien une droite, c'est bien un espace, mais ce n'est pas un espace vectoriel. Aucun des points de la droite n'a une distinction par rapport aux autres. Alors, dans ce cas, donc ça c'est cas général, donc ça c'est un cas particulier d'une situation plus générale où, par exemple, si E c'est un espace vectoriel, F est un sous-espace vectoriel, et je définis F. Donc là, je commence à prendre des notations que je vais utiliser plus tard. J'utilise la même lettre pour un F calligraphie. Ah, pardon. Je vais prendre un point U dans E. Et F calligraphie, ce sera F droit plus petit u, c'est-à-dire tous les points x plus u pour x dans F. Donc, vous regardez bien dans mon dessin, si je prends par exemple ce point U, et du coup la droite F, ça ce serait F, et ça ce serait F. Donc, c'est un sous-espace vectoriel translaté par un point qui n'est pas dans ce sous-espace. Donc, alors, on va appeler ça, est appelé un sous-espace affine. Donc, ce n'est pas un sous-espace vectoriel 2 parce que ça ne passe pas par 0, c'est un sous-espace affine. De E. Et je constate, si jamais j'avais choisi un U', vu que U moins U' appartient à F, on remarque que quel que soit U' dans un sous-espace affine, donc F étant égal à un sous-espace vectoriel plus un point, donc U' moins U appartient à ce sous-espace vectoriel. Donc, mon sous-espace affine est aussi égal à F plus U moins U plus U, donc à F plus U'. D'accord? Donc, en fait, ce sous-espace affine, il sera égal à ce sous-espace vectoriel fixé plus n'importe quel point de F. C'est-à-dire, F est égal à F plus U, quel que soit U. Le sous-espace vectoriel. F droit s'appelle l'espace directeur de F calligraphie. Donc, on regarde encore un peu le dessin.
ça nous donne exactement la direction de ce sous-espace. C'est juste que, voilà, il faut encore le translater. Donc, tout ça, c'est de la discussion abstraite un peu pour motiver, parce qu'en réalité, donc là, pour cette question, pour parler de sous-espace affine d'un espace vectoriel, il faut encore supposer qu'il y a un espace vectoriel quelque part, qu'il y a un zéro. Donc là, enfin, dire le zéro, il n'est pas dans mon sous-espace affine, mais il est quelque part. Alors que ce que j'ai dit en tout début, c'est qu'il faut aussi faire face à la possibilité qu'il n'y a vraiment aucun zéro. Voilà. Donc, ce n'est pas une définition assez générale. Donc, on va donner maintenant la définition la plus générale. C'était un peu pour donner l'idée de d'où viennent les espaces affines. OK, donc fin des motivations. Définition. Alors, un espace affine, pardon. On va d'abord fixer l'espace directeur. Donc, soit E. Bon, on va dire qu'on va travailler avec des espaces vectoriels. En fait, tout ce que je fais marche pareil avec n'importe quel corps, mais on va supposer qu'on travaille avec des espaces. Soit E, un R espace vectoriel. Voilà. De dimension finie, pourquoi pas. On peut faire en plus de généralité, mais dans la pratique, on va considérer que des espaces vectoriels de dimension finie. Alors, un espace affine dirigé par E un chat qui attend. OK, un espace affine dirigé par E est un ensemble donc je vais toujours le noter par la même lettre, mais calligraphié. Donc dans ce cas, ce sera E, voilà, muni d'une application donc c'est une application qui va de E croix E, donc des paires de points vers les vecteurs. Donc, si j'ai une paire de points AB, alors je lui associe le vecteur qui va, donc ça c'est juste une notation, mais on va appeler ça le vecteur qui va de A à B, qui vérifie les deux propriétés suivantes. Telles que 1. Si je fixe le point A, donc pour tout A, point de E calligraphié, l'application, une fois que je l'ai fixé, il reste une application, il reste à fixer le deuxième point, donc ça me donne une application entre mon espace affine et l'espace vectoriel, donc qui à B associe le vecteur qui va de A vers B. Cette application, elle est bijective, est une bijection.
Et 2, il y a ce qu'on appelle la relation de Schall. Relation de Schall, c'est pour tous 3 points A, B et C, aller de A à B, puis aller de B à C, c'est pareil que d'aller de A directement à C. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un espace affine dirigé par un espace vectoriel donné. Juste pour se fixer une terminologie, les membres de l'espace affine E s'appelleront des points. Les membres de E droit des vecteurs, comme ça on n'aura pas de doute, et très important, E s'appelle l'espace directeur de E. On parlera aussi des dimensions d'un espace affine, c'est tout simplement la dimension de son espace vecteur, son espace directeur. La dimension d'un espace affine E et celle de son espace directeur. Donc, des exemples. Je vous ai déjà donné quelques-unes, maintenant vérifions que ce sont des exemples. Bon, d'abord, des exemples, on va dire, abstraits. Tout espace vectoriel. Alors, j'ai dit c'est pour ça que je n'aurais pas dû dire R. Bon, tout espace vectoriel de dimension finie. Et donc, on va l'appeler dimension finie E, est un espace affine. Dirigé par lui-même. Alors, plutôt que de démontrer ça, je vais donner un exemple légèrement plus général. Si E est un R espace vectoriel de dimension finie, F, un sous-espace, donc ça c'est l'exemple qu'on a donné au tout départ, sous-espace vectoriel de E et U, un membre de E, alors
f égale f qualifié égale f droit plus u est est un espace affine, dirigé par f droit. En effet, donc je prends 2 points si j'ai alors c'est quoi si A c'est x plus u et B c'est y plus u, alors AB ce sera le vecteur qui va de x plus u à y plus u, donc ce sera y plus u moins x plus. Ce sera y moins x. X appartient à f, y appartient à f, donc ça ce sera donc f. Donc c'est bien une application qui prend 2 points et qui associe un vecteur. En effet, si on fixe A égale x plus u, alors l'application qui a l'application de f dans f qui a y plus u associe y moins x, bon, c'est juste le déplacement, la translation par x plus u est une bijection. C'est pas difficile à vérifier. Et la relation de Schall, si je prends x, le vecteur x plus u, le vecteur qui va de x plus u à y plus u, et j'ajoute le vecteur qui va de y plus u à z plus u, tac, et bien c'est égal à quoi? C'est égal à, le premier c'est y moins x, le deuxième c'est z moins y, donc c'est z moins x, c'est le vecteur qui va du point x plus u au point z plus u, quel que soit x, y, z dans f droit, donc quel que soit x plus u, y plus u et z plus u. Dans f calligraphié. OK. Donc, le deuxième exemple, c'est un cas particulier du premier parce qu'on peut toujours prendre, si on prend f égale e et u n'importe lequel, ça nous donne l'exemple 1. Et après, on peut aussi donner des exemples de la vie réelle, entre guillemets.
par exemple, le tableau ou le tableau virtuel. Donc, c'est un espace affine, est un plan affine. C'est comme ça, est un plan affine, c'est-à-dire un espace affine de dimension 2. Si j'ai deux points sur le tableau, A et B, j'ai le vecteur qui va de A à B. D'ailleurs, un autre point, on verra ça tout de suite, si je prends maintenant un point C, je pourrais aussi me demander, peut-être je peux me déplacer, si j'ai bien fait mon dessin, le vecteur CD, il serait égal au vecteur AB dans ce dessin. Après, je peux aussi se déprimer qui n'est pas là. Voilà, il n'y a pas de point des deux parts canoniques, mais étant donné un vecteur U, je peux aller de A jusqu'à B, faire un pas de longueur U de A, commençons à aller en B, et pareil de C. Alors, on va peut-être commencer à formaliser ça. Alors, d'abord, premier lemme, conséquence de la relation de Schall dans un espace affine. On a toujours AA égale 0. Donc, si je vais d'un point vers un autre point, pardon, justement, d'un point vers lui-même, j'obtiens 0. Et si je vais dans le sens inverse, aller de B à A, c'est l'opposé d'aller de A à B. Preuve. D'accord. Alors, c'est par la relation de Schall. Donc, d'abord, si je prends la relation de Schall avec A égale B égale C, alors ça me fait A plus A égale AA. Bon, je soustrais un AA de quelque part, ça me fait AA égale 0. Et si je fais maintenant ABBA, donc ça fait AA. Ah, mais attendez, je sais que ça vaut 0. Donc, ça veut dire que BA, c'est l'opposé de AB. Donc, ça, c'était vraiment très, très facile. Autre chose qu'on peut faire,
lorsqu'on a parlé de l'exemple d'un sous-espace affine d'un espace vectoriel, on pouvait ajouter un élément de l'espace directeur. On peut faire ça toujours. Donc aussi lemme. Donc soit E un espace affine, donc implicitement dirigé par E droit. Donc ça, ce sera toujours le cas. Lorsque je dis juste, voilà, j'ai un espace affine noté par une lettre calligraphie, la lettre droite correspondante, c'est son espace directeur. Alors, soit E un espace affine. Alors, pour tout point A de E, et pour tout vecteur U dans l'espace directeur E, il existe un unique B point, un unique point B, tel que le vecteur de A à B est égal à U. En fait, ce n'est pas exactement un lemme, je suis désolé, c'est même la définition. Oui, ce n'est pas vraiment un lemme, pour tout vous dire. Bon, j'ai déjà appelé ça un lemme, on va laisser lemme. C'est unique. Bon, du moment où il est unique, on va lui donner une notation. C'est unique. Point sera noté A, B égale A plus U. Alors d'abord, la preuve de ce lemme, donc il n'y a rien à démontrer, en fait, c'est juste la définition. On a dit que si j'ai fixé un U, alors il y avait une bijection, par définition. Par définition, l'application qui B associe AB est une bijection. Entre E et E. Donc, à chaque point là, il existe un unique point là qui lui correspond. L'essentiel c'est ça. Donc, on va le noter plutôt écrit comme ça, B égale A plus U, si et seulement si U est égal à A. On va l'écrire comme ça. Et B s'appelle B égale A plus U s'appelle le translaté de B, pardon, de A par U. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est laisser A varier et fixer le vecteur U. Donc, si on fixe U, un vecteur, alors l'opération, maintenant, c'est une opération qui va de l'espace affine dans l'espace affine. On va l'appeler, c'est l'opération
qui a point A donne A plus U, donc on va l'appeler T indice U, c'est la translation par U. Donc, si on est sur le plan, si ça, donc on a ici l'espace vectoriel et ici l'espace affine, donc ici j'ai un 0, ici j'ai un vecteur U, et du coup, dans l'espace affine, la translation par U, c'est l'opération qui envoie n'importe quel point. Okay. Le dessin n'est pas génial, mais c'est juste l'opération qui envoie tous les vecteurs, tous les points, pardon, les translate. Ça, c'est A. Ça, c'est A plus U. Ça, c'est D plus U, etc. Translation par U. Oh. Juste une remarque, j'ai dit B égale A plus U si seulement si U égale A. Oui, on l'a dit. Je vais juste ajouter ici pour plus tard entre parenthèses, c'est-à-dire A plus AB égale B. Mais c'est en fait là-dedans. OK. Donc, vectorialisation. D'un espace affine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire des calculs, c'est pratique d'avoir un zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, sur le tableau, il n'y a pas un zéro particulier, mais quand même, on fixe par convention, au moins les ingénieurs informatiques, ils fixent par convention un point zéro pour après faire leur calcul sur l'écran. Et si on fait de la physique, j'en sais rien, et on veut dire où telle planète est située, il faut quand même faire ça dans un certain repère. Donc, il faut choisir un zéro. On va fixer, donc pour définir un repère, un référentiel, il faut en un premier temps choisir un zéro. Donc, on choisit un zéro. On choisit okay. On va tout simplement expliquer. Donc, soit E, un espace affine. Nous allons fixer d'une manière arbitraire, donc nous fixons un point. Du coup, comme maintenant ce point, il aura un rôle distingué. Il n'a pas d'intrinsèquement distingué. C'est juste que, bon, à un moment donné, il faut en fixer un, on en fixe un. Du coup, on va lui donner quand même un nom spécial, O, que l'on appellera origine. Et qui jouera le rôle de 0.
j'insiste que ce choix, il est complètement arbitraire. On peut choisir n'importe quel point comme origine, mais on en choisit. Donc maintenant, ça nous donne une bijection naturelle entre E et son espace directeur. Pardon, ayant fixé une origine O, on a une bijection naturelle entre E et E, qui consiste ici, entre E et E, qui consiste à un point A ici, je lui associe le vecteur qui va de O à A, et réciproquement, à un vecteur U ici, je lui associe O translaté par U. Et on constate que chaque opération est l'inverse de l'autre. En effet, si je prends donc, si je commence par A, je vais à OA et après je fais O plus donc O plus OA est égal à A. Et si je prends ici U, si je commence à U, je vais à U, O plus U, et après je fais le vecteur O au point A, qui est O plus U, et bien ça c'est égal à U. Ce sont des opérations inverses. Et on sait que ce sont des bijections parce qu'on l'a déjà dit en fait. OK. Donc, ça nous permet de faire des calculs ça nous permet de faire des calculs. Alors, on va appeler cette application, OK, donc on va appeler cette application, on va l'appeler V. D'accord, V pour vectorialisation. Alors, donc, okay, on a écrit V de A, c'est le vecteur O A. Et du coup, l'opération de A. Okay. Nous avons, OK, on va le dire comme ça. Dans l'exemple dans l'exemple 1, nous avons muni E d'une structure
d'espace affine. Le, le vecteur qui va de U à V, c'est juste V moins U. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, cette opération, donc maintenant, j'ai une application entre, j'ai une bijection entre deux espaces affines, l'un qui nous a été donné E, pour lequel on a choisi une origine, et l'autre, c'est juste l'espace vectoriel muni de sa structure affine canonique, une structure, on va dire, canonique. Donc, okay, voilà. Donc, V qui va de E, donc E, V de A égale au A est une bijection entre deux espaces affines dirigés par le même espace vectoriel E. Et on va montrer qu'en fait, c'est un isomorphisme d'espace affine. Et la structure d'espace, cette opération respecte la structure d'espace affine. Donc, VA, pardon, VA, VB, donc je calcule ça dans l'espace vectoriel, enfin, dans E muni de sa structure d'espace affine. Donc, c'est quoi? C'est VB moins VA. Or, A égale O plus VA, B est égal à O plus VB. Donc, d'après, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que ça, c'est le vecteur AB. Donc, j'ai trois points ici. J'ai le point A, j'ai le point O et j'ai le point B. Et du coup, je vais aller de A à B, mais je vais faire un passage par O. Et donc, ça, c'est égal à donc, le vecteur donc, A, B est égal à AO plus OB, c'est-à-dire OB moins OA, c'est-à-dire, voilà, VB moins VA, c'est-à-dire VA, VB. Ok, donc ça, c'est calcul dans E, et ça, c'est les calculs dans E droit, vu comme espace affine. Donc, en fait, on a obtenu, une fois qu'on a... Alors, c'est quoi la morale de tous ces calculs? C'est que, une fois qu'on a fixé une origine dans E, on peut faire les calculs comme si on était dans un espace vectoriel. Morale de ça.
on peut faire les calculs dans E, c'est-à-dire que, voilà, translation, c'est l'addition dans E. Donc, okay, on va résumer. Si A égale O plus U et B égale O plus V, alors AB, c'est juste U, pardon, B moins U, et A plus W, c'est juste O plus U plus W. Ah, et là, on arrive à un petit point qu'il faudra démontrer une chose. Associativité de... Donc, en fait, c'est plus ou moins... OK, pardon. Donc, aller de A à B, c'est juste la soustraction. Translater, c'est juste l'addition. Et une remarque importante, la translation est associative. C'est-à-dire que si je prends un point A et je le translate par U et je le translate par W, c'est pareil que de prendre A et de translater par U plus W. Preuve. Mais c'est encore une fois la relation de Schall. Donc, encore une fois, on a 3 points ici, si vous regardez bien. On a A, on a B qui est égal à A plus U, et on a, on va dire, on a C, on va dire par exemple B plus W. Alors, AC, donc on va dire, alors C, c'est égal à A plus AC. AC, par la relation de Schall, c'est A plus AB. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors, AC, par la relation de Schall, c'est AB plus BC. Bon, AB, c'est égal à U. BC, c'est égal à W. Donc, c'est égal à plus U plus W. Alors qu'ici, C était par définition A plus U plus W. D'accord? Donc, on a le droit d'écrire U plus O plus U plus W, comme je fais ici, sans souci. OK, très bien. Donc, ça, c'est tout pour le calcul de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un espace? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un espace affine? On ne peut pas additionner des points. On peut additionner un vecteur à un point, c'est la translation, mais on ne peut pas juste additionner.
on va ouvrir une section barycentre, combien de graphies? C'est encore un sous-chapitre du chapitre affine. Donc, dans un espace affine, E, on peut ajouter un vecteur U à un point A, c'est la translation. A plus U. On peut soustraire, donc c'est entre guillemets, je mets soustraire un point A d'un point B. Donc ça, c'est le vecteur qui va de A à B, en quelque sorte, c'est B moins 1. Pourquoi je dis que ça, c'est B, la soustraction de B moins 1, parce que du coup, si j'ajoute maintenant ça à A, ça me fait B. Okay, mais ce n'est pas vraiment une soustraction. Mais ce qu'on ne peut pas faire, enfin, c'est une soustraction dans l'espace, dans un espace vectoriel. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est additionner des points. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Par contre, on peut calculer leur moyenne, même moyenne pondérée. Donc, on ne peut pas additionner 2 points, mais on peut calculer leur moyenne. Même pondérée. Alors, c'est quoi l'idée? Encore une fois, d'abord, intuitivement, si j'ai un point A ici, et si j'ai un point B là, après, en principe, même si je n'ai pas de 0, j'ai envie de dire que ça, c'est la moyenne donc, je vais appeler ça C. Donc, on a envie de dire que C est alors oui, mais moi, je n'arrive pas à le lire. Il a fallu que je me rappelle ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, c'était pont des. Ouais, c'était complètement illisible, je vous l'accorde. Alors, le point C, c'est la moyenne de A et de B. Donc, si vous voulez, avec poids égal. Avec poids égal.
Donc maintenant, je peux mettre des poids. Par exemple, si je fais 1/3, 2/3, alors ici, je mets le point D. D, ce serait le. Alors, du coup, alors, on ne va pas appeler ça moyenne, du coup, on va appeler ça le barycentre. J'enlève ici l'histoire de. Donc, égal barycentre de A avec point 1 et B avec poids 1. Et maintenant, D, ce sera le barycentre de. Maintenant, j'ai pris plus A que B, donc ce sera A avec poids 2 et B avec poids 1. En fait, je peux dire même que A lui-même, c'est le barycentre de A avec poids 1, enfin peu importe, et B avec poids 0. Donc c'est toujours un point et son poids, un point et son. Donc ça, c'est l'idée de ce que nous allons faire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le calcul? Je suis désolé, on n'a pas d'opération, enfin, dire a priori, on n'a pas, il faut faire les calculs, il faut définir le barycentre avec les opérations que nous avons à notre disposition. Et donc, comment, voilà, donc maintenant la question c'est comment calculer formellement le barycentre. Ça, c'est pas une définition, là. Là, j'ai fait un joli dessin. C'est très joli. Enfin, pas très joli d'ailleurs, mais peu importe. On va faire comme si mon dessin était joli. Mais il y a quand même la question de comment calculer le barycentre. Formellement ou non, on s'en fiche d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire calculer formellement? J'en sais rien. Comment calculer le barycentre? Alors, le mot-clé ici, c'est calculer. Et on a dit, pour faire des calculs, on se fixe une origine. Réponse. Pour faire des calculs, on se fixe une origine. Mais, et il y a un énorme mais ici, il faut vérifier, après coup, que le résultat du calcul ne dépend pas du choix d'origine. Que l'origine, c'était juste un choix pour pouvoir faire le calcul parce qu'on en avait besoin, mais ce choix n'influe pas sur le résultat. Il faudra démontrer que le calcul ne dépend pas du choix d'origine. Le résultat du calcul. OK. OK. Alors, définition.
Non, pardon, pas définition, lemme. Donc, je suppose que j'ai des points, même là je parlais de barycentre de 2 points, mais je peux faire les barycentres de famille finie de points. Donc, soit A1 jusqu'à AK, 10 points. Et je leur donne à chacun un point. Lambda 1 jusqu'à lambda K. Alors, je vais être capable de faire les calculs à quelque chose près. À quelque chose près, il faut supposer lambda 1 plus lambda K est non nul. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire le calcul. Soit M, un point de E. Alors, moi, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire que M, c'est le barycentre des AI affectés de poids lambda I. Et on va regarder des propriétés équivalentes. Donc, sont équivalentes. Pardon. Soit M et soit aussi O. Donc, ils vont jouer un rôle différent. M, c'est le point que je cherche à calculer. O, c'est juste l'origine qui va m'aider à faire les calculs. Alors, sont équivalents. Alors, pour montrer que le résultat, finalement, ne dépendra du calcul, pardon, que le résultat des calculs ne dépendra pas de O, il faut qu'il y ait au moins une condition qui ne mentionne pas O. Donc, c'est la suivante. Si je prends la somme de lambda I fois le vecteur M, pardon, AI, et bien ça me donne 0. C'est une combinaison linéaire dans un espace vectorien. La deuxième, c'est la suivante. Je prends la somme de lambda I et je multiplie par le vecteur qui va de O à M. Alors ça, c'est pareil que la somme de lambda I O à I. Trois. Je vais faire un calcul très, très explicite de OM. En fait, OK, on va faire comme ça. 3. Je vais faire un calcul très explicite de M. M est égal à O plus. Donc, il faut juste dire comment arriver de l'origine à M. 1 sur somme de lambda I fois, donc un scalaire fois un vecteur. C'est quel vecteur? Ben, ce sera le vecteur qui est là. Somme de lambda I au A. D'accord? Donc, avant de démontrer l'équivalence, le 1 ne dépend pas de O, donc ça me dit que le calcul, en fait, ne dépend pas de O. Le 3 me donne M comme translaté de l'origine, donc ça me donne une manière complètement explicite pour calculer M. Et les deux, c'est un truc auxiliaire. Donc, preuve. Donc, on va montrer que 1 implique 2.
D'ailleurs, vous voyez bien que j'avais besoin de supposer que la somme des poids est non nulle pour pouvoir faire le 3, sinon ça ne marche pas. Donc, implique 2. On suppose que 1 est vrai. Donc, on a 0 égale somme de lambda i m de AI, qui est pareil que somme de lambda i fois MO plus O AI, qui est pareil que la somme de lambda i de de OAI moins OM. Maintenant, je fais passer ça de l'autre côté. Ça, c'est équivalent à somme de lambda i fois OM est égal à somme de lambda i OAI. Ici, je somme des vecteurs avec coefficient lambda i. Chaque vecteur dépend de i. Ici, c'est toujours le même vecteur fois lambda i que je somme. Du coup, je peux prendre ici le coefficient, je peux les faire sortir, et ça me donne ça. Très bien. 2 implique 3. Donc, on suppose que 2 est vrai. Et je rappelle que, par hypothèse, somme de lambda i est non nulle. Donc, alors c'est quoi le 2? Le 2, c'est cette identité-là. Donc, ça veut dire que on a somme de lambda i OM est égale à somme de lambda i OAI. Je divise par ça, donc ça fait que OM est égal à 1 sur somme de lambda i fois somme de lambda i OAI. Et ça, par définition de la translation, c'est équivalent à dire que M est égal à O plus 1 sur somme de lambda i. Somme de lambda i. Ouais. En fait, il n'y a pas besoin des parenthèses là, je ne sais pas pourquoi je les ai mises. Donc ça, c'est 3. Et finalement, 3 implique 1. Alors, j'ai déjà oublié quel était le 1, on va regarder. C'était dire que la somme de lambda i, on suppose, ok, très bien. Donc, on suppose que 3 est vrai. Donc, M est égal à O plus 1 sur lambda i fois somme de lambda i. En fait, pour tout dire, ouais, en fait, okay. On aurait pu juste dire que c'était chaque fois équivalent à... En fait, on a démontré les équivalences. Mais bon, peu importe, on est déjà là, on ne va pas revenir en arrière. Donc, on a ça. Donc,
OM, c'est somme, 1 sur somme de lambda I fois somme de lambda I fois I. Donc, 0 égale à MO plus 1 sur somme de lambda I fois somme de lambda I O à I. En fait, on est en train de refaire le calcul en arrière. Ça, c'est 0. Hein. C'est égal à 1 sur somme de lambda I fois somme de lambda I MO plus O AI. Donc, c'est égal à 1 sur somme de lambda I fois somme de lambda I M AI. Et comme ça, c'est non nul, ça implique que somme de lambda I M de AI est égal à 0. Très bien. Donc, on a montré que les trois conditions étaient équivalentes. Donc, conclusion de ça, définition. Soit A1 jusqu'à AK des points de l'espace vectoriel, de l'espace affine, pardon, affecter des poids lambda 1 jusqu'à lambda k dans R, tel que somme de lambda I est non nulle. Alors, l'unique point, donc le barycentre, des points A1, lambda 1, AK, lambda k, donc le barycentre pondéré de ces points est l'unique point M qui vérifie les conditions du lemme. Donc, par exemple, donc ça c'est le barycentre. Par exemple, M égale O plus 1 sur somme de lambda I, de lambda I, O de AI, quel que soit notre choix. D'origine. Et M ne dépend pas de O grâce à la condition numéro 1. Dépend pas de O grâce à la condition 1 du lemme. Alors, c'est très joli, on a démontré un lemme, si ça se trouve, on a même suivi. À un moment donné, on a
on ne voit plus du tout ce qui se passe. Alors, on va juste essayer de faire un calcul, et essayons de faire un calcul pour voir ce qui se passe. D'accord? Donc, ça, c'est la formule. Essayons de faire un calcul. Essayons de faire un exemple. D'accord? Donc, je prends mon point A et je prends mon point B. Et il faut que je prenne aussi une origine, complètement arbitrairement. Une origine O. Alors, première question, c'est quoi le barycentre? Ah, on va peut-être ajouter une notation. On va écrire comme ça. Barycentre de A1 et de B1. Alors, la somme des poids, c'est 2. Donc, c'est égal à origine plus 1 demi, 1 pour 1 plus 1, fois OA plus OB. D'accord? Donc, ça, c'est OA. On va l'appeler U. C'est plus court. Ça, c'est OB. On va l'appeler V. C'est plus court. Donc, c'est 1 demi. C'est O plus U plus V sur 2. Du coup, U plus V sur 2, oh, ça va être à peu près ça. Donc, ça, c'est O plus U plus 2 sur U plus V sur 2. Et on constate bien que c'est exactement le point du milieu entre A et B. C'était quoi l'autre calcul qu'on voulait faire? On voulait faire avec poids 2 et 1. D'accord? Donc, barycentre de A avec affecté de poids 2 et de B affecté de poids 1. Ça va être O plus, donc 1 tiers, 2 fois U, plus 1 fois V. Donc, 2 tiers U, plus 1 tiers V, ce serait ici. Exactement. Hop, ça ce serait O, plus 2 tiers U, plus 1 tiers V. Et finalement, on a dit, si j'affecte poids 1 à A et 0 à B, CO plus la somme c'est 1, donc 1 sur 1, ok, c'est 1, fois 1 fois U plus 0 fois B, donc CO plus U, c'est A. Et bien c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on constate qu'en fait, cette formule, donc je reviens à la formule, cette formule, elle nous permet de calculer en effet, d'une manière, vous voyez que finalement, ça donne exactement le calcul qu'on voulait sur cette droite qui passe entre A et B. Et ça nous permet de faire des calculs d'une manière qui ne dépend pas du tout de O. O, ça ne sert juste comme une origine, comme un repère pour faire des calculs. Mais finalement, le choix de O n'intervient pas du tout dans les résultats des calculs. Je vais choisir un autre O, ça me donnerait exactement la même chose. On peut faire autre chose, deux choses qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Je peux même affecter des points négatifs. Par exemple, c'est quoi le barycentre
Alors, on va faire un truc, il faut que je choisisse quand même un truc qui ne va pas me faire sortir du tableau, parce que là, je suis embêté. Alors, je vais faire un truc qui va aller de l'autre côté de B. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller tellement vers B que A va avoir un point négatif, mais on va rester quand même près de B. Du coup, en valeur absolue, le poids de A va être plus petit que le poids de B. Donc, je vais peut-être donner à B poids 2. Non, ça ne va pas suffire. Je vais donner à B poids... Enfin, soyons fous. Je vais donner à B poids 10 et à A poids moins 1. Donc, par exemple, je calcule le barycentre de A avec poids moins 1 et de B avec 10. Donc, le 10, je vous dis, je le prends juste parce que si je fais trop petit, je risque de sortir du tableau. Ce sera O plus 1 sur 9. Non, vous savez quoi? Soyons... Oui, non, ok. Du coup, c'est moins U plus 10 V, c'est-à-dire O plus 19e V moins 1 neuvième U. Donc, ça va être presque... Donc, 19e V, ça va aller jusque là, peut-être, et moins 1 neuvième U, ça va aller jusque là. Donc, ce sera ici. Donc, ça, c'est O plus 10 sur 9 V moins 1 sur 9. Donc, je reste. Okay, donc ça, ce sera quelque chose ici. Bon, on peut continuer à faire des calculs comme ça à l'infinitum. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire poids moins 1, 1, ça c'est égal à 0, c'est bon. OK. Super. Il y a un cas particulier quand même. Donc, vous voyez que chaque fois, je divise par... Chaque fois, je divise par la somme des lambda i. On pourrait dire, oui, c'est un peu ballot. Ben, j'aurais pu demander à l'avance pour rendre mes calculs plus simples. J'aime bien avoir des calculs simples, je suis désolé. Donc, j'aurais pu demander à l'avance, écoutez, donnez-moi des lambda i dont la somme est égale à 1. Et comme ça, je n'aurais pas besoin de diviser par la somme des lambda i. D'accord? Donc, cas spécial. Si la somme de lambda i est égale à 1, donc en particulier n'est pas égal à 0. Je vais finir dans un instant. Donc, alors, on écrit M, tout simplement, c'est la somme de lambda i à i. Et on appelle ça une combinaison affine des points A1 jusqu'à AK. Bon, on n'a plus le temps, c'est pas grave, de toute manière, c'est un bon début pour faire le rappel au début de la séance suivante. Donc, on s'arrête là.
Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ce sera... On a un cours semaine prochaine. C'est quoi les vacances, en fait? Non, les vacances, c'est dans 2 semaines. Ou 3. OK, donc on se voit la semaine prochaine.